proviseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner l'opportunité d'accéder au bonheur, d'accéder à la sérénité, d'accéder à la plénitude. Et je me suis dit, quel est l'exemple parfait pour représenter la zénitude, pour représenter le calme, la sérénité? Quel être humain pourrait représenter en tout point la sérénité? Et à qui j'ai pensé? J'ai pensé aux moines bouddhistes. Quand on voit des reportages sur les moines bouddhistes, on les voit méditer, on les voit prier, on les voit dans une sérénité. Quand on leur pose des questions sur la société occidentale, ils ont toujours des réponses très calmes, très apaisées. Ils voient d'un point de vue complètement différent de nous, notre vie et la manière dont on gère notre quotidien, le stress, etc. Et ils savent mettre le point sur des choses auxquelles nous, on n'a pas accès. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des habitudes de vie totalement différentes des nôtres et qui leur permet de prendre vraiment de la hauteur sur les circonstances, de la hauteur sur les événements. Et du coup, je me suis dit, moi, je rêverais vraiment de pouvoir accéder à une sérénité comme ça, pour pouvoir affronter les difficultés au quotidien, toutes ces situations qui nous bloquent, toutes ces difficultés qui nous paraissent parfois insurmontables. J'aimerais être assez maîtresse de mes émotions, de mes sentiments pour pouvoir justement m'élever par rapport à ça et prendre finalement les choses toujours du bon côté. Donc je fais déjà beaucoup de choses et j'ai remarqué d'ailleurs que dans les 7 habitudes des moines bouddhistes que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a certaines que j'exécute déjà, mais pas à leur échelle, mais j'y travaille. Donc c'est exactement ce que je veux vous partager aujourd'hui, comme on ne peut pas devenir moine bouddhiste nous-mêmes, comme on ne peut pas se transformer en moine bouddhiste et quitter notre vie actuelle, cette vie confortable que nous apprécions, tout de même, malgré toutes ces difficultés à surmonter, eh bien je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, à notre niveau, d'accéder à un minimum de sérénité en adoptant les 7 habitudes des moines bouddhistes pour accéder au bonheur. Donc finalement, ces 7 habitudes représentent une routine quotidienne à adopter pour nous aider à atteindre le bonheur. Alors la première habitude, c'est de donner pour recevoir. Souvent, on va dans le sens de je veux obtenir quelque chose, donc je donne pour obtenir quelque chose. La première habitude du moine bouddhiste, c'est de donner pour recevoir. En adoptant une attitude altruiste, on se détache de nos besoins qui semblent dans notre société être une priorité. En adoptant cette habitude de donner pour recevoir, on adopte ainsi une attitude de détachement par rapport à nos besoins qui à la base nous semblaient prioritaires et on se rend compte finalement que ce qui semblait extrêmement important à nos yeux ne l'est pas réellement dans la réalité. Dans notre société occidentale, ce qui fait vraiment la différence, c'est que nos besoins sont menés par notre mental. On a l'impression que ce qu'on arrive à acquérir au niveau matériel nous permet de nous sentir bien. Finalement, on s'attache à des objets et qui nous donnent en plus une satisfaction éphémère. Donc tout le principe de cette habitude de donner pour recevoir, c'est finalement de se détacher de cette réalité occidentale d'acquérir un objet pour se sentir mieux, de se détacher de ça finalement pour se rendre compte de la vraie priorité dont on a réellement besoin. Quand on arrive à se détacher d'une envie, d'un besoin, on prend finalement du recul. Et à ce moment-là, en prenant du recul, en se détachant de nos besoins, on va calmer notre mental. En calmant notre mental, on revient à nos besoins profonds, à nos réels besoins. Parce qu'ils sont souvent masqués par des besoins éphémères, en fait, des envies éphémères, qui finalement nous calment ou nous apaisent ou nous font du bien pendant un laps de temps assez court, mais ne guérissent pas. Ces besoins-là ne guérissent pas et n'apaisent pas nos besoins profonds. En se détachant de nos besoins, on revient à l'essentiel et on revient à nos vrais désirs. Et en donnant aux autres, ça nous permet, nous, de nous détacher et de nous apaiser mentalement, mais en plus, ça peut permettre à quelqu'un de bénéficier de quelque chose qu'il ne pouvait pas acquérir. C'est comme une espèce de relation gagnant-gagnant. Et tout le monde le sait, je pense, quand on apprend vraiment à donner de façon totalement altruiste et sincère, eh bien on nourrit notre bien-être intérieur et on augmente notre bien-être intérieur.
La deuxième habitude des moines bouddhistes, c'est de s'ouvrir au changement. Et pourtant, quand on les voit, ils ont toujours la même tenue, ils sont toujours posés de la même manière, etc. Mais finalement, c'est eux qui s'habituent le mieux au changement. Dans l'exemple que je vais donner, je vais parler de la vieillesse. On a beaucoup de mal dans notre monde occidental à se voir vieillir. Moi, la première, j'ai du mal à voir mes rides, j'ai du mal à voir mes cheveux blancs. Je commence à m'habituer, je commence à m'aimer telle que je suis. Mais c'est vrai qu'on passe par une phase, quand j'ai eu mes 40 ans, en fait, c'est là que j'ai vu comme si ça venait du jour au lendemain, mais je m'étais pas vue comme ça avant. Je me suis vue vieillir et changer physiquement. Et curieusement, j'ai vraiment travaillé là-dessus parce que je ne trouvais pas ça normal de ne pas m'accepter vieillissante alors que autour de moi les gens vieillissaient, je les trouvais, je les acceptais très bien comme ils étaient, comme ils sont, et moi je n'arrivais pas à m'accepter. Donc j'ai travaillé vraiment là-dessus pour mieux m'accepter, mieux m'aimer, me dire que c'était normal que je change, que je vieillisse, et j'ai décidé d'arrêter de faire des teintures. J'ai accepté le fait d'avoir des cheveux blancs qui poussent, j'ai accepté d'avoir des rides, j'ai accepté d'avoir les paupières qui tombent, enfin voilà, j'ai accepté beaucoup de choses au niveau de mon changement corporel. Et finalement, je me rends compte que j'ai accepté le changement, tout comme le font les moines bouddhistes. Donc en fait, dans notre société occidentale, quand on voit les gens se transformer, ne serait-ce que de se teindre les cheveux, essayer de mettre de l'antiride, de mettre du botox, enfin de se refaire des parties de son corps qu'on n'accepte pas, finalement, on refuse, surtout pour les personnes vieillissantes qui veulent finalement se rajeunir avec toutes ces techniques, on refuse le changement. C'est vraiment l'exemple parfait pour illustrer le fait qu'on refuse le changement. Et comme on refuse le changement, on essaye soit de l'arrêter, donc on essaye toutes les techniques possibles et inimaginables pour arrêter le temps finalement, et on en souffre. On en souffre parce qu'on s'oblige à passer par des opérations, s'oblige à passer par toutes sortes de stratagèmes pour éviter de changer. Là, je parle vraiment de l'aspect physique, mais ça peut être dans n'importe quel aspect de la vie, en fait. Quelqu'un qui est depuis des années dans une entreprise et puis qui voit sa santé se dégrader parce que psychologiquement, ça le fait pas, eh bien il y a des personnes qui préfèrent quand même continuer dans ce travail, dans ce métier, parce qu'elles n'acceptent pas de changer de travail, de devoir aller chercher en elles ce qui les épanouirait réellement, de chercher à sortir finalement de leur zone de confort, mais une zone de confort qui les détruit au final. Donc vraiment le changement, il est dans tous les aspects de la vie. Bien souvent, on sait ce qui nous ferait du bien, on sait très bien ce qui pourrait nous correspondre, mais on ne veut pas sauter le pas parce qu'on ne veut pas changer. On a peur en fait, on a peur du changement, on a peur de ce que ça pourrait provoquer, on a peur que ce soit pire. Enfin, à chaque fois, on ne voit jamais le mieux du changement, on voit toujours le pire et on a toujours peur de ne pas s'adapter. On a finalement peur de ne pas y arriver. Alors qu'en refusant le changement, puisque de toute façon, la vie n'est que changement, on voit bien au niveau de la nature, au niveau de la vie en elle-même, tout change, les saisons changent, tout se modifie, tout se transforme et il faut l'accepter, il faut s'adapter. Et si on refuse de changer ou de s'adapter, eh bien on en souffre. Et c'est cette souffrance-là qui nous empêche d'accéder au bonheur. Et c'est ce que les moines bouddhistes ont bien compris. Et leur manière, eux, d'accéder au bonheur, c'est d'accepter ce changement. En n'acceptant pas le changement, on accélère la vieillesse et on accède beaucoup plus rapidement à des maladies. Toutes les maladies qu'on peut voir, qu'elles soient psychologiques ou physiques, sont très souvent liées à une souffrance intérieure. Et elle ressurgit d'une manière ou d'une autre par notre corps en fait. Donc cette habitude de s'ouvrir au changement est bénéfique à tous les points de vue. La troisième habitude des moines bouddhistes, et ça vous l'entendez beaucoup si vous vous intéressez au développement personnel, c'est de vivre dans le moment présent. Et il y a tellement de personnes qui ne savent pas vivre dans l'instant présent. Quand on demande à quelqu'un de méditer, quand on lui dit ça te ferait du bien de méditer, la personne souvent dit je n'arrive pas à méditer, je pense toujours à quelque chose parce que oui, effectivement, s'arrêter dans le moment présent et la méditation y aide beaucoup, c'est vraiment si je veux être ici et maintenant dans l'instant présent, les gens en général ont du mal à accepter d'être dans le moment présent. Pourquoi? Parce que être dans le moment présent pour eux, c'est être là à ne rien faire, à perdre du temps finalement.
alors qu'il pourrait faire ceci, cela, il pense au futur, il pense au passé, il pense aux conséquences du passé, aux conséquences du futur, il pense à ce qu'ils ont à faire, il pense à ce qu'ils n'ont pas fait, il pense à ce qu'ils aimeraient faire, enfin bref, ils ne sont jamais dans l'instant présent. Et quand on n'est jamais dans l'instant présent, on augmente le stress, on augmente l'angoisse, on se fait des films sur tout et on se perd finalement dans les méandres des suppositions, parce que le futur on ne le connaît pas, le passé est derrière nous, donc là, qu'est-ce qui nous empêche d'être ici et maintenant? Je sais que c'est naturel, notre esprit a tendance à dériver, même si on veut vraiment se concentrer dans l'instant présent, qu'on essaye d'être là, ici et maintenant, de méditer, de fermer les yeux, de se dire, ah yeah, je suis là, je suis dans cette pièce, je sens telle odeur, j'entends tel son, etc., etc. À un moment donné, votre cerveau va capter des idées, des pensées, et ça c'est normal. Le principal c'est de laisser passer finalement de ces pensées et ne pas s'y ancrer, ne pas s'ancrer dans les pensées du futur et ne pas s'ancrer dans les pensées du passé. On parle alors de pratique de pleine conscience, cette pratique de pleine conscience qui permet de se recentrer sur l'instant présent. Cette pratique de la pleine conscience nous encourage à nous recentrer. Elle permet de réorienter nos pensées sur ce que nous sommes réellement en train de faire, et pas ce que nous sommes supposés avoir fait dans le passé ou ce que nous serions supposés de faire dans le futur. Le passé est fait, donc on ne peut pas le transformer, et le futur n'est pas encore fait, donc on ne peut pas le transformer non plus. Bien sûr, cette pratique de la pleine conscience doit faire preuve de discipline. C'est difficile de pratiquer la pleine conscience, mais à force de discipline et d'entraînement, elle va nous permettre réellement d'assister au miracle de la vie et d'atteindre le bonheur. La pleine conscience va finalement vous apprendre à vous fixer dans le moment présent et vous allez voir que vos pensées du passé vont se dissiper et vos pensées du futur vont également s'apaiser pour vous permettre de finalement canaliser vos pensées, de les filtrer en quelque sorte pour vous fixer dans le moment présent. En général, si vous faites attention quand vous vous inquiétez, quand vous commencez à être angoissé, c'est souvent par rapport à un futur que vous imaginez et souvent que vous imaginez négatif, parce que vous traversez telle ou telle difficulté. Et à ce moment-là, quand vous utilisez votre pleine conscience, vous constatez que ici et maintenant, au moment où vous avez cette pensée, vous n'êtes pas dans la situation que vous imaginez, vous n'êtes pas en danger, vous respirez, vous vivez, vous êtes dans une situation finalement plutôt sereine. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de se recentrer dans l'instant présent pour évacuer tout le stress inutile finalement à une situation qui ne s'est pas encore passée et qui probablement ne se passera jamais. La quatrième habitude d'un moine bouddhiste est de garder uniquement le nécessaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, occidentaux, nous avons beaucoup de mal à faire parce qu'on s'attache énormément aux objets. Nous avons énormément d'objets, nous sommes extrêmement souvent sollicités à droite à gauche pour acheter tel ou tel objet qui nous permettront de mieux dormir, qui nous permettront de nous apaiser, etc., etc. Ça peut être une tenue, ça peut être des vêtements qui nous font nous sentir bien, ça peut être des produits de beauté, ça peut être pour nous rajeunir, ça peut être... Enfin, tout et n'importe quoi, de la belle vaisselle, enfin peu importe. On est vraiment dans une société qui prône l'objet en fait. C'est vraiment l'objet qui est au centre de notre bonheur alors que c'est complètement faux. Donc les moines bouddhistes l'ont bien compris et finalement ne gardent vers eux que le nécessaire. Confucius disait « La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. » Et c'est exactement ça. Moi j'ai remarqué avec les 10 années de désencombrement que j'ai fait, que finalement tous les objets que j'avais accumulés, qui étaient plus ou moins de bonne qualité et qui remplissaient surtout ma maison et donc qui remplissaient ma tête, étaient finalement une espèce de prison en fait. Je m'étais enfermée dans une prison d'objets et où je n'arrivais plus à respirer. Et en désencombrant, en me détachant de tous ces objets, ça m'a permis de vider et l'extérieur, mais également l'intérieur. Je me suis vraiment aérée de l'intérieur. J'ai aéré mon extérieur qui a permis d'aérer mon intérieur et je me suis sentie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus zen, déjà au niveau du temps de rangement, du temps de désencombrement, le temps de ménage, etc. C'est énorme la différence entre il y a 10 ans et maintenant quoi. Je retardais toujours l'échéance du rangement
parce qu'il y avait tellement de choses à ranger, je n'avais pas la place où les ranger. Et du coup, ça, je reculais l'échéance et j'encombrais encore davantage mon esprit puisque je ne savais pas par où commencer, donc j'arrêtais pas d'y penser. Ça encombrait mon espace, du coup ça encombrait ma tête. Je ne pouvais rien faire parce que tout était encombré, donc j'étais vraiment emprisonnée dans mes objets. Donc quand j'ai compris que mon encombrement extérieur était provoqué par mon encombrement intérieur, j'ai commencé à évacuer tout ce que je pouvais, toutes les choses auxquelles finalement j'avais pas besoin d'être attachée, et j'ai tenté de me limiter à plus ou moins l'essentiel. Donc nous avons l'essentiel, bien sûr nous avons plus que l'essentiel parce que nous vivons dans une société occidentale et que autour de nous on est un petit peu tous dans les mêmes besoins, la même logique, etc. Malgré tout, c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai pu vivre avant. D'ailleurs, ce qui me permet de vraiment revenir à l'essentiel, c'est l'été quand on part en vacances et qu'on se retrouve en camping, donc en camping en tente. Pour le coup, on a vraiment l'essentiel, on a juste de quoi manger, de quoi conserver les aliments frais et puis de quoi cuisiner, de quoi dormir et de quoi se laver. Ça tient finalement dans une valise, ce dont on a besoin pour nous-mêmes. On a beaucoup moins de choses et on tient à 4 ou à 5 dans une tente, quoi. Donc l'été, j'ai vraiment cette sensation de ramener à l'essentiel, et quand je reviens à la maison, j'arrive à encore davantage désencombrer, et vraiment une maison épurée, ça aide vraiment à apaiser l'esprit. Donc cette habitude-là, il y a une grande différence entre les moines bouddhistes et nous-mêmes parce qu'on n'a pas du tout la même éducation finalement. Nous, on nous a habitués à avoir des tas d'objets, des tout petits. On le voit bien quand on a nos enfants et qu'on leur a offert des cadeaux et des cadeaux au pied du sapin. Moi, je me souviens quand mes enfants étaient petits, ils avaient au moins 5 cadeaux chacun au pied du sapin. Voilà, c'est énorme, c'est juste trop en fait. Donc si vous attachez beaucoup d'importance aux objets, si vous sentez toujours l'envie d'acheter de nouvelles choses, posez-vous la question. Tentez l'expérience d'arrêter de vous acheter des objets, ces objets qui finalement encombrent votre espace et vous apaisent un temps mais ne vous apaisent pas à long terme. Et essayez de chercher en vous ce qui pourrait vous apaiser. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la 5e habitude des moines bouddhistes, c'est la méditation. Il faut savoir que les moines bouddhistes méditent minimum entre 1 heure et 3 heures par jour. Moi, c'est vraiment un désir de réussir à méditer pendant 1 heure pour voir les effets, parce que je sais que la méditation peut vraiment transformer le cerveau. Ça va me permettre de réduire les blocages et d'arriver à une reprogrammation mentale. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Je le touche du bout des doigts avec mes 15 minutes de méditation par jour. J'arrive des fois à faire 30 minutes, mais vraiment j'aimerais réussir à faire au moins 1 heure de méditation par jour, voire plus, hein, mais réussir à faire au moins 1 heure par jour pour vraiment créer la transformation à l'intérieur. Il a été prouvé scientifiquement que la méditation modifiait la structure du cerveau. Méditer permet de diminuer le stress et d'équilibrer la production de cortisol, entre autres. Et quant à mon expérience jusqu'à maintenant de méditation de 15 à 30 minutes par jour, je peux déjà voir la différence, je peux déjà avoir beaucoup plus d'apaisement dans mon comportement, dans mon approche des différentes situations de ma vie. J'ai beaucoup moins peur de la situation. Vraiment, la méditation a un impact vraiment positif sur tout ce qui est stress et anxiété, et sommeil également. La 5e habitude des moines bouddhistes est d'écouter leurs sages. Alors leurs sages, c'est les personnes plus âgées qu'eux en fait. Les personnes âgées finalement sont leurs sages parce qu'elles ont beaucoup plus d'années d'expérience, elles ont vécu beaucoup plus de choses et donc ont pu prendre du recul sur beaucoup plus de choses et peuvent transmettre leur savoir. Dans notre société occidentale, les personnes âgées sont pas du tout vues comme des sages, elles sont vues comme un peu comme des boulets finalement, comme des personnes qui ne servent à rien entre guillemets. On écoute rarement leurs conseils. Finalement, en refusant le changement nous-mêmes par rapport à la vieillesse déjà, on exclut finalement ces personnes âgées qui pourtant ont de l'expérience, ont vécu des situations qui nous permettraient de ne pas réaliser les mêmes erreurs. Et c'est ce que font les moines bouddhistes. Elles prennent finalement l'expérience des sages, l'expérience de leurs anciens pour pouvoir appréhender la vie
et ne pas refaire les mêmes erreurs. Et enfin, la 7e et dernière habitude des moines bouddhistes est d'écouter de façon attentive et surtout sans jugement. Notre cerveau a tendance à juger naturellement les autres. Mais selon les moines bouddhistes, le but de la communication est surtout d'aider les autres et de nous aider nous-mêmes à souffrir moins. Et la pleine conscience, qu'on a vu tout à l'heure, elle ne porte aucun jugement. Donc pour eux, l'objectif principal de la communication est de savoir écouter sans porter aucun jugement. Cela permet de conduire à un respect mutuel, à une meilleure compréhension et ça permet tout simplement de progresser. On le voit, on manque énormément de communication dans notre monde occidental. Nous avons des tas et des tas d'informations qui arrivent. Elles ne sont pas toutes bienveillantes, elles ne sont pas toutes exactes. Il y a finalement énormément d'informations mais très peu de communication. On parle énormément. On fournit énormément d'informations, mais on a tendance à avoir beaucoup de mal à écouter attentivement. Et quand bien même on écoute attentivement, on ne peut jamais s'empêcher de porter un jugement. C'est vraiment dans notre éducation, dans notre façon de vivre. Donc c'est vraiment une habitude à adopter pour tenter du mieux qu'on peut d'atteindre le bonheur. Donc voilà, c'était les 7 habitudes des moines bouddhistes pour atteindre le bonheur. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer. Je vais clairement continuer mon chemin pour progresser vers cette voie et je vous invite à en faire de même pour que ce monde dans lequel on vit soit beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé et qu'on puisse finalement être tous heureux, peu importe les difficultés qu'on traverse. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de lâcher un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à tout de suite sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ou à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!